On vous parle sur Télé Nantes d'une bande dessinée historique sortie en librairie le 24 septembre. Son nom, Enchaîné dans l'entrepont de la Marie Séraphique. Olivier Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général des éditions Petit à Petit qui édite justement cette bande dessinée. Alors commençons par les présentations. La Marie Séraphique, c'est un navire négrier nantais de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est bien ça. Il est plus connu que les autres, pourquoi? Alors, il est plus connu que les autres parce qu'en fait, on ne connaît pas les autres. C'est aussi simple que ça. C'est le seul qui a bénéficié d'aquarelles hyper précises. Illustrations, hein. Et qui sont reproduites au château de Nantes, au musée de l'histoire de Nantes. Oui, puisque c'est un navire négrier comme n'importe quel autre. Il n'y a rien de particulier. À l'époque, c'était tellement banal, ce trafic, qu'on ne faisait pas de dessin de bateau, quoi. Mais là, on en a un. Et en fait, tous les chercheurs du monde viennent au musée de Nantes pour voir un peu le résultat de ces dessins hyper précis. Alors, petite anecdote, hein, ce navire doit son nom à l'épouse de l'armateur, hein, c'était Jean-Barthélemy Gruel, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et c'est donc moi qui me lance pour dire le nom de l'épouse. Alors, elle s'appelait Marie-Anne Séraphique de Lampugnant de Chavigny. Ben, je vous félicite. Et voilà, et du coup, on a appelé ça la Marie Séraphique, ce qui est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Alors, on y suit dans cette bande dessinée le voyage du navire, hein, au départ de Nantes, vers l'Afrique. Oui. Puis vers Saint-Domingue, Nantes qui était le premier port négrier en France, c'est ça à l'époque? Eh oui, vraiment le premier port négrier. 43% du trafic négrier français se passait à Nantes. Donc on peut dire que Nantes était vraiment le point central et a vraiment bénéficié beaucoup de toute l'embellie économique que ça a procuré. Alors c'est une bande dessinée qui n'explique pas justement la cruauté de l'époque. On le voit à l'image avec quelques planches, commerce avec ses traversées pour les esclaves. On y voit près de 350 personnes, femmes et enfants, entassés justement dans l'entrepont. On y voit des tortures, mais également des viols. En quoi le dessin, justement, il peut aussi servir l'histoire, selon vous? Alors justement, le dessin, il raconte une histoire. Il permet d'appeler le lecteur et de lui donner envie de tourner les pages et de découvrir plein de choses. Ouais. Mais là, la force de cette bande dessinée, c'est qu'elle s'est appuyée sur les connaissances historiques et scientifiques de la directrice du musée, qui est aussi commissaire d'une exposition dont on parlera, qui s'appelle Christelle Gualdé, et de Bertrand Guillet, qui est le directeur du château. Voilà, on a fait quelque chose avec le souci du détail. Ils ont vraiment accompagné les dessinateurs et la scénariste Alexandrine Cortez pour que ça soit hyper précis, avec aussi la volonté de ne pas tomber non plus dans le voyeurisme, dans le sensationnel. Effectivement. Parce que la volonté, c'est d'instruire, la volonté, c'est de faire passer des connaissances, que la culture soit accessible au plus grand nombre. Et avec d'ailleurs un peu d'humanité, hein, puisqu'il y a aussi des personnages, hein, je pense aux jeunes Guy, Jacques, qui sont des membres de l'équipage, et qui eux sont un peu plus choqués par ce qu'ils voient. Hein. Tout à fait, le but de ce docu-BD, c'est qu'Alexandrine a écrit une histoire qui est une fiction, mais qui s'inscrit dans la réalité des faits, des lieux et de tout ce qui s'est passé, de manière à ce que ça soit hyper plaisant. Alors, il y a une autre marque de fabrique pour votre maison d'édition, ce sont ces pages thématiques. Du coup, on prend un petit peu le temps, on s'arrête sur une thématique bien spécifique, notamment, par exemple, les conditions de vie à bord pour les captifs, le processus codifié, notamment d'achat d'esclaves. L'objectif, là, c'est de recontextualiser aussi un petit peu ce que l'on voit en dessin? Tout à fait. La volonté, c'est d'offrir de l'information, c'est d'offrir de la culture, du savoir. La bande dessinée donne envie de lire, on est happé par l'histoire et les personnages, mais par contre, on peut se poser plein de questions. C'est une histoire qui est tellement riche de détails qu'on met entre chaque chapitre des pages documentaires qui donnent un complément d'information. On peut les zapper, bien sûr, on peut revenir après la lecture, mais elle permet de vraiment renforcer la connaissance et d'offrir aussi des ponts. Et par exemple, de donner envie d'aller au musée d'histoire de Nantes, parce qu'on ouvre à l'intérieur de ces pages documentaires, il y a tous les objets qui sont dans le musée d'histoire. Cette BD, justement, elle sort à l'occasion des 20 ans de la loi Taubira, hein, qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une exposition, vous en parliez tout à l'heure, une exposition nationale, c'est ça, hein? Ah, c'est une exposition qui va être formidable, qui s'appelle L'Abîme et qui va avoir lieu du 16 octobre au 19 juin. C'est plus que national, quoi. Ça va être un intérêt international parce que c'est la première fois qu'un musée se penche vraiment sur l'esclavage, la traite des Noirs et dans le souci du détail et pas se contenter de ce qui était connu jusqu'à maintenant. Ils ont vraiment été fouillés. Ils ont préparé une mise en scène formidable avec des tas et des tas de choses modernes pour découvrir ce sujet. Et ce docu-BD sera le point de sortie de cette expo, puisqu'on retrouve à l'intérieur tous les objets. Et ce sera donc à partir du 16 octobre au Château des Ducs, une expo qui s'appelle L'Abîme, Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter cette bande dessinée. C'est moi, merci.